the number of teenagers murdered with a knife in London is on the rise. Last night here in East London, a 15-year-old was stabbed to death with a knife. My friend got stabbed at Aston University. I was with him. I was actually with him when he got stabbed. Salut à tous, je suis Thomas de Street Press. Depuis 6 semaines, vous avez pu voir sur notre chaîne la série documentaire Knives qui parle de la guerre des couteaux en Angleterre. C'est une série qui mêle des mini-documentaires et des témoignages forts. The shooters are victims, the stabbers are victims, the ones who are being stabbed are all victims. Everyone's a victim of poverty. L'année dernière, on a sorti Rix, une série sur les guerres de cité en France. Cette année, on a voulu continuer ce travail sur la violence chez les jeunes en allant en Angleterre. On a passé 10 jours sur le terrain, à Londres principalement, mais aussi à Birmingham, qui est la deuxième ville du pays. On voulait comprendre ce qui se passait vraiment là-bas. Depuis quelques années, en France, on a les yeux tournés vers l'Angleterre et surtout vers Londres. Déjà grâce à la musique, avec l'émergence de la drill UK. Et puis il y a eu le carton de séries comme Top Boy sur Netflix, qui raconte le quotidien de 2 dealers de Londres. Yo, what the fuck is this, man? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le contexte, ce qui se passe vraiment là-bas, et je vais vous parler aussi des solutions qui peuvent être mises en place. Anas avait 17 ans, il allait en cours et il venait de faire un exposé contre les attaques au couteau. Jermaine lui en avait 14 et comme tous les petits de son âge, il adorait jouer à la play avec ses potes. Tyson lui, c'était l'un des meilleurs en maths de son lycée, tout le monde le surnommait la star. Pour Keane, c'était le foot, lui c'était un fan absolu de Tottenham. Voilà le portrait qu'a fait la presse anglaise de tous ces jeunes tués. En tout, ils sont 30 adolescents assassinés en 2021 selon la police de Londres. C'est énorme. Il faut remonter à 2008 pour retrouver un chiffre aussi élevé. Cette année-là, ils étaient 29. Quasiment tous ces jeunes ont été assassinés dans des rixes entre gangs rivaux. En France, nous, quand on entend le terme de gang, on pense tout de suite aux États-Unis, aux Bloods et aux Crips de Los Angeles ou aux gangs de Latinos comme la MS-13. Mais on l'a vu aussi sur le terrain, c'est un terme qui est très utilisé en Angleterre, parfois juste pour désigner des bandes de jeunes. Mais c'est quoi un gang? On a posé la question à Craig Pickney, un universitaire spécialiste de la culture des gangs en Angleterre. What you tend to find in the UK, it's a little bit more sporadic. There isn't like as I said, the Bloods and the Crips where you may have, lieutenants, you have generals, you have people that have been given particular roles within that particular group. In the UK, it doesn't really function like that. It functions on the basis of you and I, Thomas, are friends. We went to the same school. We went to the same college. It just so happens that we've got a beef and a conflict with some individuals over there. And then all of our friends that we went to school and college with or live in that area are part of our group that are in conflict with the group over there. What happened? Who done this to you? Your boys done it. My boys? What are you talking about? You know I'm not part of them. We always have each other's back. All I know is, if you're from ghetto, you're one of them. So it's not as structured in the UK here as it would be in America. Mais attention, tous les jeunes impliqués ne sont pas forcément membres d'un gang. Parfois, ils ont juste grandi dans un quartier où ils se retrouvent mêlés à des histoires sans forcément le vouloir. À Londres, cette guerre des gangs a un nom, la Postcode War, la guerre des codes postaux en français. Je vous explique. Dans la capitale anglaise, chaque quartier a son propre code postal, déterminé en fonction de si on habite au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Si on veut, c'est comme 93 100 pour Montreuil ou 78 200 pour Mantes-la-Jolie. Et comme en France, il y a un phénomène de guerre de cité qui s'est installé. Ça donne des conflits entre gangs de codes postaux voisins. Et tout ça crée des frontières invisibles dans la ville, ce qui fait que les jeunes, qui soient impliqués ou non dans les embrouilles, ne peuvent pas aller où ils veulent dans Londres. Je vous donne un exemple. Dans le premier épisode de Knives, on vous raconte l'histoire de Rahil Butt. Rahil, c'est un ancien détenu qui a ouvert une salle de sport dans laquelle les jeunes de son quartier peuvent se réfugier de la violence des gangs. Ça se passe dans l'arrondissement de Newham, à l'est de Londres. C'est l'un des arrondissements les plus touchés par cette Postcode War. Parce qu'en fait, depuis une dizaine d'années, il est divisé en deux, entre d'un côté plusieurs gangs du sud de l'arrondissement et de l'autre plusieurs gangs du nord de l'arrondissement. There is nowhere for young people to go. They can't go into that area because they'll get attacked. They can't go that way and they can't go that way. So they're stuck in this area. Pendant le tournage, on a vécu une scène qui résume bien toute la situation. On était dans la salle de sport de Rahil, on avait fini de filmer, on était en train de ranger nos affaires. Là, il y a un jeune qui est rentré. Il avait la bouche en sang. Sur le coup, on n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. En fait, il venait de se faire tabasser par un gang d'un quartier rival. Il était rentré chez lui pour récupérer un couteau pour se venger. Et là, il a croisé quelqu'un qui l'a intercepté et l'a amené à la salle de sport
pour éviter un drame. Je vous propose de regarder cet extrait, c'est un passage très fort. I knew one of them carried like the kitchen knife, so it was a thing where they're gonna end up stabbing me. It's either me or them. That's the reason why most of us carry knives nowadays, because it's for our own protection. We don't want to use it unless we have to, unless we're met with a knife. Ça, c'est un discours qu'on a souvent entendu pendant nos tournages. Des jeunes qui sortent avec des couteaux, non pas pour attaquer, mais surtout pour se défendre. Et en fait, ils nous l'ont dit, ils ont peur de tomber sur un groupe d'un quartier ennemi en allant faire des courses, en allant au foot ou en allant à l'école. Mais forcément, s'ils ont des couteaux sur eux, ils ont plus de chances de s'en servir et que ça mène à des situations tragiques. Du coup, il y a une question qui se pose. C'est pourquoi autant de couteaux? Déjà, faut savoir qu'en Angleterre, la loi sur les armes à feu est très encadrée. Pour les jeunes, souvent mineurs, les armes blanches sont donc plus faciles à se procurer. Ils peuvent acheter des couteaux de combat en quelques clics sur internet ou se servir dans le tiroir de la cuisine familiale. Entre 2018 et 2019, près de 4500 adolescents ont été arrêtés en possession d'un couteau, selon le ministère de la Justice britannique. Ce qui laisse imaginer un chiffre encore plus grand d'adolescents qui se promènent avec une arme blanche. Pour comprendre l'origine du problème, il faut s'intéresser à la politique menée en Angleterre. C'est ce que nous a expliqué Raïl juste après avoir soigné le jeune qui s'était fait tabasser. Young kids are attacked all the time, and they come here, and we help them. I'm doing my job. Where would the young people go if we were not open? All that's broken. They've pulled that so it don't work. The police stations have been closed down. There's no youth centre for that young person to walk into right now. Ce dont il parle, ça s'appelle l'austérité. Depuis une dizaine d'années, les différents gouvernements conservateurs du pays ont réduit drastiquement les dépenses publiques destinées aux jeunes. We are not doing this because we want to. There is no ideological zeal in doing this. We are doing this because we have to. Je vais prendre l'exemple de Londres. Entre 2011 et 2021, 43 millions d'euros ont été supprimés du budget alloué à la jeunesse, soit une baisse de 44%. Sur les 300 maisons de quartier qu'il y avait au début de la décennie, 130 ont été fermées et 600 postes d'éducateurs ont été supprimés. Sian Berry est une députée du Parti des Verts à Londres. En 2021, elle a publié un rapport sur les coupes budgétaires liées à la jeunesse. Selon elle, c'est toute une génération qui a été sacrifiée. In 2011 in London, we saw some very worrying, very violent, extremely concerning riots. The reaction to this should have been a compassionate one. Let's invest, let's bring a lot more services to bear in supporting people to see that they have other options. Instead of that, this is exactly when the cut started, and the cut started due to a new government and for different reasons, but it was exactly the wrong response. The biggest rise in youth violence in London correlates exactly with the biggest period of the deepest cuts in the youth service, and you can completely see how there might be a mechanism for that to happen. Young people see their services removed, they feel ignored by society, they feel excluded. That's why they might become more inclined towards getting into trouble. Pour certains, il y a une autre raison qui explique cette flambée des attaques au couteau. En fait, elle est surtout évoquée par les autorités, c'est la drill. Yo, I don't know nothing about dark side. Everything lit round our side. Before a gang got a spot in the chart side, dark and light got split like apartheid. Real bad boy, not a cop out. Man's head till his brains them drop out. Said he wants more arm stretch, get lock out, hop out. C'est une musique qui est née au début des années 2010 dans les ghettos de Chicago. Puis elle a pris une autre forme en débarquant à Londres à partir de 2013. Pour caricaturer, en gros, tu prends des beats très sombres, des paroles violentes où on parle de couteau et des cagoules dans les clips, et tout ça, ça te donne la drill. À leur manière, les drillers racontent cette réalité de la rue et de cette guerre des codes postaux. Et c'est justement ce qui pose problème en Angleterre. Là-bas, la drill est souvent accusée par les pouvoirs publics d'être à l'origine de cette violence. Dans l'épisode 5 de Knives, on vous a présenté Justin Finlayson. Justin, c'est un ancien chauffeur de bus qui a transformé un bus en studio de musique pour stopper les rixes. La drill, lui, il en entend tous les jours et il nous explique pourquoi il ne faut pas la bannir. Drill, hip-hop, reggae, bashment, a lot of black music has its origins in working class communities. There's no other space where working class people are making music that dominates the world. Our young people do it regularly. So
I don't think that there's a need to censor what they're saying, because we can't censor what they're living in. Focusing on someone's making awful lyrics, yeah, it's an awful lifestyle. They're involved in awful things, of course. But that also says to me, we need to do more work with this young person. Mais les autorités ne partagent pas forcément son point de vue. En 2017, la police a fait supprimer de YouTube toute une série de freestyles et de clips pour leurs paroles violentes. Plusieurs groupes sont même carrément bannis de la plateforme. La justice aussi s'est saisie de la question. Depuis 2005, les paroles de la drill et du rap en général ont été utilisées à charge comme preuve lors de 70 procès d'après un décompte de la BBC. Dans la majorité de ces cas, les prévenus étaient des adolescents noirs. Ce qui pose une question, la criminalisation de la drill n'est-elle pas surtout la criminalisation des jeunes hommes noirs? C'est en tout cas ce que dénoncent plusieurs universitaires en Angleterre, d'autant plus que les relations entre les jeunes racisés et la police sont tout aussi tendues qu'ici en France. Un exemple, entre 2020 et 2021, 32% des contrôles de police effectués l'ont été sur des jeunes hommes noirs ou asiatiques, alors qu'ils ne représentent que 2,6% de la population selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. Plus généralement, les noirs ont 7 fois plus de risques de se faire contrôler par la police que les blancs. Ce fossé entre les jeunes et la police, ça a créé une justice parallèle. À chaque incident, les jeunes préfèrent régler leurs histoires entre eux plutôt que d'appeler la police. Qu'on se le dise, les embrouilles entre gangs, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau ici, c'est l'ampleur et la caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux. Dans les clips de drill, c'est presque un passage obligé de citer un gars avec qui tu t'es battu, que t'as planté, voire pire. Et en fait, beaucoup d'histoires font des allers-retours entre la rue et les réseaux sociaux. En 2019, un jeune de 18 ans a été tué à Newham. On a interviewé son frère qui nous explique comment les réseaux ont amplifié son désir de vengeance. Pour des raisons de sécurité, on vous ne donne pas le nom de son frère et il porte une cagoule. One day my brother came back from Westfield and then they jumped out. Then my brother got slashed with a machete. When my brother passed away, he was in jail mocking the situation, saying the machete got stuck in the head. I felt anger, like I just wanted to kill them. Let me say it like that. I wanted to kill them. As soon as that happened, they just want to kill his siblings, his friends, as you may know how it gets like that. I can't step in that certain area because if they catch me, they're going to post me all over social media so I get laughed at and that will cause me more anger. En 2019, la police de Londres a même créé une unité spéciale chargée de surveiller les réseaux sociaux. C'est le projet Alpha. En gros, des policiers sont chargés d'analyser les réseaux comme Snap ou Insta et les clips de drill pour anticiper les éventuelles descentes et les rixes. Alors, quelle solution pour stopper ce phénomène de violence? Pour ça, faut peut-être aller un peu plus au nord, en Écosse. Je m'explique. En 2005, le pays était considéré comme l'un des plus dangereux des pays riches selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Sa plus grande ville, Glasgow, avait même été rebaptisée la capitale du meurtre en Europe avec 83 homicides en 2004. Sur la période qui va de 2006 à 2011, 40 adolescents sont décédés des suites de coups de couteau en Écosse. Puis il y a eu un tournant. De 2011 à 2016, ce chiffre est descendu à 8 adolescents morts. Même évolution pour les agressions au couteau. En 2006-2007, selon la police écossaise, il y a eu près de 10 000 incidents impliquant des armes blanches. Puis seulement 3 000 en 2015-2016, soit une baisse de 69%. Il y a plusieurs explications. La première, c'est un changement d'approche et de vision du problème. L'Écosse a pris la décision de traiter la violence chez les jeunes comme une question de santé publique globale et non plus comme un problème qui concerne uniquement la police et la justice. D'un côté, la peine de prison moyenne pour le port d'une arme blanche a triplé en 10 ans. Mais de l'autre, il y a eu aussi toute une politique d'investissement dans l'éducation et la prévention. Des associations ont reçu des subventions, des groupes de parole ont été créés et des mamans qui ont perdu un fils ont témoigné devant des jeunes. Un programme de réinsertion a même été mis en place pour ceux qui veulent sortir des gangs. Tout ça donne donc des pistes de réflexion. Mais attention, il y a quelques nuances à apporter. Faut savoir que le pays est plus petit que l'Angleterre, avec seulement 5 millions d'Écossais. Et que les relations entre les jeunes et la police ne sont pas aussi difficiles qu'à Londres, par exemple.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que tous les épisodes de Knife sont dispo sur notre chaîne YouTube. On vous remet un lien dans la description. C'était passionnant de faire cette série. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a lu vos nombreux commentaires, vos nombreux avis. On vous remercie pour les retours. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Street Press.